Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h03, merci de nous accompagner. Le jeudi, vous le savez, c'est un jeudi politique avec des débats tous les jeudis. Il y a des débats tous les jours entre 11h et midi, ici, dans cette émission. Mais le jeudi, c'est un débat politique avec des invités politiques, des élus, qu'ils soient députés ou sénateurs. Aujourd'hui, nous avons 3 invités. Alors, je vais y aller par ordre alphabétique. Je vais commencer avec Thomas Ménager, qui est député Rassemblement National du Loiret, rapporteur pour le Rassemblement National du dossier de la réforme des retraites. Nous avons avec nous Benoît Mournet, qui est député Renaissance des Hautes-Pyrénées, rapporteur spécial pensions et régimes sociaux de retraite pour la Commission des Finances. Bonjour. Bonjour. Et puis avec nous Stéphane Peu, qui est député du Parti communiste français de Seine-Saint-Denis. Stéphane Peu, bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être là tous les 3. Alors, évidemment, sujet principal, la réforme des retraites, nous allons faire le point, mais aussi... autre sujet, le projet de loi sur l'immigration présenté hier en Conseil des ministres. Il est 11h04. Faisons le point avec vous, Félix Mathieu. Où en est-on de la réforme des retraites? Je parle de l'Assemblée nationale. À peine 2 articles examinés sur une vingtaine, des milliers d'amendements en souffrance. La réforme des retraites a terminé hier soir son passage en commission des affaires sociales. Direction maintenant l'hémicycle, c'est pour lundi. Félix. Oui, la commission des affaires sociales n'a pu examiner qu'une infime partie des milliers d'amendements. Il en reste 4997. 2 articles examinés. Les députés de la commission n'ont même pas eu le temps, loin de là, d'arriver au cœur du texte, le recul de l'âge légal à 64 ans qui figure à l'article 7. La commission des affaires sociales a donc refermé ses travaux dès 19h19 hier soir et non pas 20h comme initialement prévu. La présidente macroniste mais aussi le RN ont dénoncé l'obstruction de la NUPS. La gauche, de son côté, renvoie la balle au camp présidentiel, reprochant au gouvernement de faire passer une réforme des retraites via une procédure accélérée, une procédure de projet de loi de finances rectificatif. Justement, le gouvernement ayant choisi de passer par un texte budgétaire, le texte examiné lundi sera la version initiale de son projet sans les amendements adoptés en commission. Lundi, les débats doivent commencer par une motion de rejet préalable de la NUPS et une motion référendaire qui doit être défendue par le RN. Bien, 11h05, motion référendaire. Est-ce que vous la voterez, Stéphane Peu? Alors, justement, au moment où j'arrive sur le plateau, je quitte une réunion sur le sujet de mon groupe. Alors, non, ça tombe mal parce que je pas eu la conclusion de savoir si on allait la voter, pas la voter. Enfin bon. Vous êtes favorable au vote, vous, à titre personnel, vous la voterez ou pas? Nous, on avait déposé une motion référendaire. Donc, nous, on est pour un référendum. Après, si vous voulez, il y a un jeu de la Macronie pour essayer d'amalgamer les oppositions. On est dans un pays, il y a 3 forces. Il y a une opposition de gauche, il y a une majorité mondialiste et libérale, et il y a le Rassemblement national et l'extrême droite. Ça se confond pas. La tripartition politique issue de l'élection présidentielle et législative est une réalité. Est-ce que c'est la politique qui prime ou est-ce que c'est la colère contre le projet de réforme des retraites? Mais j'écoute aussi les syndicats. Vous avez remarqué que, l'intersyndicale qui appelle aux manifestations nombreuses ne souhaite pas la présence du Rassemblement national dans ces manifestations au nom du fait... Les dirigeants du Rassemblement national, on ne parle pas des gens et des électeurs, les dirigeants du Rassemblement national, au nom du fait que le mouvement syndical qui porte l'hostilité à la réforme des retraites considère ne pas avoir les mêmes valeurs et considère qu'il y a une incompatibilité de valeurs entre ce que porte le Rassemblement national et ce que porte la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Il faut l'entendre, ça. Oui, ça, je comprends très bien, Stéphane Peu, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous la voterez, cette motion référendaire du Rassemblement national? Je ferai ce que mon groupe décidera de faire. Ah, voilà. Moi, je suis un gars discipliné. Je ne suis pas d'une génération où la ligne, c'est la ligne. La ligne, c'est la ligne. Bon, d'accord. Donc, vous attendez la décision finale avant de prendre... Bon, tiens, Thomas Ménager. Vous allez déposer, et allez déposer d'ailleurs cette motion. Elle est déposée, cette motion référendaire débattue. Oui. Et très clairement, là, moi, je suis choqué parce qu'on n'est pas là pour des chapelles, pour des partis politiques. On est là pour se dire, on donne la parole aux Français. On a la possibilité tous, au niveau de l'opposition, même la majorité, puisqu'il y a aussi un certain nombre de la majorité, notamment le MoDem. François Bayrou a dit qu'il était favorable à un référendum. Il y a des voix qui s'élèvent au sein de la majorité pour dire, voilà, il faut donner la parole au peuple, aux Français. À un moment, il y a 70%, plus de 70% des Français qui sont opposés à cette réforme. Je pense que quand le débat s'enlise, on le voit, on l'a vu en commission, on le voit dans la rue, il y a
un arbitre qui doit être le peuple, les Français qui peuvent s'exprimer. Et moi, je suis vraiment déçu. Vous croyez à la démocratie, vous êtes un républicain. On a la possibilité de donner la parole aux Français. Je comprends pas que vous puissiez la refuser seulement dans des postures politiciennes. Alors peut-être Non, il n'y a pas de posture. Si. En plus, si vous voulez... La motion référendaire, elle n'est pas de droite ou de gauche. Elle est déposée, on la vote ou on la vote pas. En fait. Nous, on vote vos motions de censure, monsieur. Mais pour tout vous dire, quand on a nous-mêmes déposé une motion référendaire, moi j'avais un avis un peu singulier. Il se trouve que j'ai expérimenté dans le mandat précédent le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. Exact. Qui a fonctionné. 150 parlementaires, 10% du corps électoral qui signe, il y a un référendum qui s'impose, contrairement d'ailleurs à la motion référendaire qui a peu de chance d'aboutir. C'est très compliqué la motion référendaire. Celui qui a la décision, c'est Emmanuel Macron. Voilà, et moi je suggère à mon groupe, je vais tout vous dire, suggère à mon groupe que nous lancions dans une procédure de référendum d'initiative partagée pour 2 raisons. La première, c'est que cette réforme des retraites risque de sortir du Parlement avec les délais contraints sans vote. Elle risque d'être promulguée par ordonnance. Par ordonnance. Et donc, avoir 150 parlementaires, réunir 4 millions de Français en bas d'une pétition pour imposer au président de la République la tenue d'un référendum me paraît un véhicule beaucoup plus approprié parce que ça permet de lier et l'initiative parlementaire et la mobilisation. Mais Stéphane c'est ce que propose Nicolas Dupont-Aignan, hein. Peut-être, je l'ignorais, mais c'est ce qu'il a proposé. Moi, ce que je sais, c'est que je l'ai initié pour Aéroport de Paris et ça a bien fonctionné. Bien, ça n'a pas fonctionné, monsieur. Quand vous regardez, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de référendum sur ADP. Non, mais il y a eu le retrait de la privatisation. C'était le but. À un moment, le vrai truc, nous, je comprends totalement. Et moi, j'ai signé l'initiative de Nicolas Dupont-Aignan parce que j'aurais pu signer la vôtre. Je m'en fiche totalement. Je suis pas dans une logique partisane. Je veux que les Français puissent s'exprimer. Moi, je pense que c'est laisser un espoir qui sera vain aux Français parce qu'on voit à chaque fois que le seuil est beaucoup trop haut et 4,5 millions de Français, c'est des Français qui vont aller. C'est fait quand même de beaucoup d'hypocrisie, Thomas Ménager, parce que vous savez très bien que la motion référendaire n'a aucune chance d'aboutir. Ça, vous le savez très bien. Donc, comme la gauche le sait très bien, d'ailleurs. Si la gauche le vote, que le Sénat le vote, à un moment, le président de la République, il pourra... Mais c'est Emmanuel Macron qui fixe, il va peut-être enfin entendre les Français. Qui décide. Il va peut-être enfin entendre les Français, on l'espère. Oui. Alors, que dit-on dans la majorité devant ça, devant tout ça? D'abord, Benoît Mornet. Je vous rassure, on ne confond pas les oppositions. Néanmoins, vendredi, en commission des finances, le débat a pu se tenir, et cette semaine en commission des affaires sociales, où nous étions. Ça a été 28 heures de débat et 28 heures de blocage. Et c'était une stratégie délibérée. Quand bien même il y aurait eu 3 semaines d'examen en commission, on aurait fait x3, x4 du nombre d'amendements. D'ailleurs, un de vos collègues de la NUPES, je crois que c'était Madame Rousseau, s'en est même pas caché, de dire que c'était une stratégie délibérée d'obstruction. Nous le regrettons parce qu'effectivement, on n'a pas pu aller au bout des arguments de fond. Et la semaine prochaine et la semaine suivante en hémicycle, si la stratégie est répétée, effectivement, nous ne pourrons pas aller au bout. Alors, est-ce que le débat est mal engagé? Non, je dis juste que sur les amendements qui ont été présentés par la NUPES, essentiellement en grande majorité, une grande incohérence puisqu'a été votée hier, ça vous a pas échappé, une baisse de la CSG sur les plus hautes retraites. Donc là, on se dit, tiens, voilà la NUPES en faveur des retraités aisés. De l'autre côté de la salle, nous avions le Rassemblement national qui a proposé à peu près rien. Nous étions, nous, au milieu, à regarder passer, si on peut dire, les balles, alors que nous avons des arguments, nous ne fuyons pas le débat, nous assumons un projet de loi et nous voulons aller sur le fond pour chacun puisse confronter ses solutions. Or, l'obstruction parlementaire nous en a privé, contrairement au travail avec les syndicats. Regardons les faits. Il y a la rue, une forte pression de la rue, une forte pression des citoyens français opposés, tous les sondages le disent, à cette réforme des retraites. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi une unité syndicale rarement vue, c'est encore une réalité, et qui fait descendre énormément de monde dans la rue. C'est aussi une réalité. Mais, parallèlement, je constate qu'il y a un débat parlementaire qui est assez inexistant dès le départ. Donc, imaginez la rue qui est contre,
qui descend dans la rue, qui se mobilise, et un débat parlementaire qui risque d'être assez nul. Je vous le dis sincèrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté une obstruction et de l'autre côté une majorité qui sait que de toute façon elle a les moyens de faire passer son texte. Donc voilà où on en est. Non, ouais, mais franchement, je ne trouvez pas cette analyse juste. Bon, Stéphane peut. Allez-y. Je vous trouve, c'est pas qu'elle est pas juste, elle est pessimiste. Pourquoi pessimiste ? Parce que d'abord le débat, les 3 jours en commission, de toute façon, ça veut pas dire grand-chose et ne permettait pas du tout d'examiner les amendements. Le débat dans l'hémicycle à partir de lundi, ça va être, de mon point de vue, ça va être un peu autre chose du point de vue. Oui, mais est-ce que ça ne va pas consister à s'envoyer des invectives d'un banc à l'autre sans faire avancer la réflexion autour de ce projet? Monsieur Bourdin, pour les communes, moi je suis communiste, je suis au groupe communiste. Nous, c'est pas notre GIS. Je sais. Nous, notre GIS, mais je pense à LFI, par exemple. Mais bon, moi je vais parler pour moi. Notre GIS, c'est d'aller sur le fond et d'essayer de déconstruire ce discours. Parce que vous voyez bien ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue sur la CSG, ou ce qu'a dit Nadia Hay récemment, l'ancienne ministre, qui vous dit que les cotisations sociales, c'est pas fait pour financer les retraites. Alors on se dit, c'est affligeant, elle a été ministre, comment c'est possible de dire des imbécilités à ce point? Et puis après, quand on réfléchit, on se dit, mais en fait, quand Édouard Philippe, déjà, a augmenté la CSG sur les retraites pour alléger les cotisations sociales des entreprises, il y a là une conception de la retraite qui vient casser les fondamentaux du système de retraite français tel qu'il a été mis en place au sortir de la Libération, c'est-à-dire un système par répartition financé par des cotisations sociales, par la sécurité sociale. Il y a une volonté de fiscaliser, de mettre l'impôt au centre du financement des retraites, alors que ce sont les cotisations sociales qui doivent le faire. C'est le principe de basculer, baisser les cotisations, augmenter la CSG. Après, il y a eu les gilets jaunes. Le gouvernement a été obligé de rectifier sa mesure sur la CSG, sur notamment sur les petites retraites. Mais la question n'est pas de savoir grosse ou petite retraite. La question, elle est de savoir, on s'attaque au principe même de la retraite par répartition. C'est les cotisations sociales. C'est les cotisations sociales. Et donc, quand vous avez un CICE, et je finis juste là-dessus, un système dit d'aide aux entreprises, qui se traduit par 20 milliards de baisse de cotisations sociales, et donc 20 milliards en moins pour les caisses de retraite, on construit le déficit d'un système de retraite qui est équilibré par nature, pour essayer de le financer par l'impôt et de le fiscaliser, et que l'État reprenne la main sur ce qui est un bien social. Écoutez, je vous accorde une chose. Je vous accorde une chose. C'est bien que le Parti communiste et LFI sont pas du tout sur la même ligne. On l'a vu. Les amendements hier massifs portaient sur des impôts. Les impôts. Or, vous l'avez très bien dit. Imposer les impôts, c'est imposer. Vous l'avez, mais plus revenus. C'est ça. Parce que vous confondez l'impôt et les cotisations sociales. Tous nos amendements sont sur les cotisations. Il faut alors que vous en parliez avec vos camarades de la France Insoumise. Parce que précisément, là, je suis d'accord avec vous. Le système par répartition est un système de salaire différé, dans lequel les cotisations des travailleurs financent les retraités actuels. Et c'est ça qu'on veut préserver dans le temps. Nous allons rester sur le débat parlementaire. Nous allons rester, parce que c'est vrai que tout est concentré autour du départ de l'âge légal à 64 ans. Or, me semble-t-il, il y a tant d'autres questions qui sont posées par cette réforme, et notamment le niveau des pensions. Ça m'intéresse beaucoup. Ce niveau des pensions baisse depuis des années et des années. Donc il faut trouver des solutions pour faire en sorte que celui qui parte à la retraite parte avec une bonne pension. 11h16. Et en bonne santé. Et en bonne santé. Merci. 11h16, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h19. Merci d'être avec nous. 3 députés avec nous. Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret. Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis. Nous faisons le tour de la France avec vous. C'est bien. En plus, nous avons des régions rurales. Et puis la Seine-Saint-Denis. Enfin bon, c'est très bien. Il est 11h20. Alors, reprenons ce débat budgétaire. Et reprenons la situation. On va commencer ce débat lundi, enfin vous allez commencer lundi dans l'hémicycle. Donc, débat parlementaire. Parallèlement à ça, nouvelle manifestation dans la rue, appel de tous les syndicats unis, je le répète pour l'instant unis, je dis bien pour l'instant parce qu'on va voir que
Ah, il commence à y avoir quelques dissensions sur les journées de grève à la SNCF notamment. Bon, donc syndicats unis, 2 grandes journées de manifestation, mardi 7 et samedi 11. Samedi 11 parce que certains syndicats demandaient à ce que les manifestations soient organisées le samedi. Bien, Stéphane Peu. Parallèlement, donc, débat parlementaire et parallèlement, manifestation dans la rue. Imaginons le débat parlementaire qui avance, qui va à son terme, le texte est adopté. Que faites-vous dans la rue ? Que vont faire tous ceux qui ont été mobilisés? Et que vont pouvoir faire les syndicats? Mais d'abord, je pense qu'il ne sera pas adopté. Je pense que, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris cette procédure tout à fait exceptionnelle, c'est que ça permet, en faisant en sorte que les débats ne puissent pas aller jusqu'au bout, vu le délai contraint, au gouvernement de promulguer cette réforme, non pas par le vote d'une loi par le Parlement, mais par des ordonnances. Et je pense que le vrai objectif, on a beaucoup fantasmé sur le 49.3, sur des choses comme ça, je pense que le vrai objectif est celui-là, et on verra. Bon. Donc je pense que de la même manière que le gouvernement et le président de la République sont légitimes dans leur élection, mais pas légitimes pour déposer cette réforme, il y aura une réforme qui sera promulguée par ordonnance et qui sera illégitime et qui légitimera la poursuite des mobilisations sociales. Poursuite d'une mobilisation sociale dans la rue. Dans la rue et éventuellement par une campagne sur la réforme, sur le référendum. Par un blocage du pays. Mais ça, c'est les organisations syndicales qui le décideront. Oui, mais comprenez ce que je veux dire. Et contrairement à ce que vous avez dit, je pense que tout le monde va être dans une impasse. Oui, le problème, c'est que tout le monde va être dans une impasse. Le gouvernement va être dans une impasse avec sa réforme qui est mal ficelée. Pardon, je dis franchement, qui est mal ficelée. Non, mais vous admettrez qu'il y a. Vous admettrez que le seul qui a le pouvoir d'apaiser le pays et de se remettre éventuellement autour de la table, c'est le gouvernement. C'est pas les syndicats. C'est-à-dire que le gouvernement retire sa réforme. Mais bien sûr, c'est ce que demande cette Française. Et après, on réouvre des négociations qui n'ont jamais été ouvertes. Mais à quoi avec les organisations syndicales. Mais à quoi servons-nous? Nous avons été élus députés, pourquoi? Pour voter la loi. Vous n'avez pas eu ce mandat. Nous avons eu plusieurs semaines de discussion avec les partenaires sociaux. La démocratie sociale a joué son rôle. Maintenant, c'est le temps du Parlement. C'est pas le temps de l'exécutif. Or, vous souhaitez quoi? Un référendum? Donc pour vous défausser, ou vous dire on va tellement bloquer le débat parlementaire par l'obstruction qu'à la fin ce sera au gouvernement de prendre ses responsabilités. Eh bien c'est une démission collective. Admettez que la procédure que vous utilisez est inédite pour une réforme des retraites. Mais pas du tout, c'est une loi de financement de la sécurité sociale. Vous pouvez remonter dans l'histoire de la 5e République, c'est le véhicule. Jamais une réforme des retraites. Je suis très à l'aise pour vous en parler parce que j'ai travaillé un amendement où le fond de ma pensée, vous avez raison, c'est que les retraites sont assez mal adaptées à une loi annuelle de financement de la sécurité sociale. Et donc peut-être qu'il faudrait avoir des lois quinquennales sur les retraites. Bon, aujourd'hui, c'est pas notre droit, c'est pas la loi organique. En l'état, le budget de la sécurité sociale, c'est la loi de financement de la sécurité sociale. Je vous dis, n'ayez pas peur de défendre vos arguments et d'aller au vote. On sert à ça quand même. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec Monsieur Peu, on va pas pouvoir voter cette loi, mais votre responsabilité, c'est à cause de vous, à cause de la France Insoumise, pas vous personnellement, mais à cause de la NUPES, parce qu'il y aura trop d'amendements. À cette heure, il y a 11 500 amendements pour la séance qui ont été déposés. 15 000. 11 500 amendements. On aurait la capacité, s'il y avait peu d'amendements, ce que nous avons déposé majoritairement des amendements de suppression, des amendements d'amélioration, mais dans un nombre raisonnable pour être en capacité le 17 février, dernier jour, est-ce irresponsable de déposer tant d'amendements? Est-ce irresponsable? Non, parce qu'il y aurait une majorité peut-être de rejet. J'en suis convaincu. Est-ce irresponsable de déposer tant d'amendements? Ah mais oui. Aujourd'hui, c'est totalement irresponsable de la part de la NUPES. Ils sont les alliés utiles, en fait, de la majorité. Les alliés utiles, voire les idiots utiles. Excusez-moi. Nous souhaitons pas bloquer le texte. Nous souhaitons pas l'obstruction. Nous souhaitons débattre du fond. Parce que si on examinait... Attendez. Je voudrais faire comprendre à nos auditeurs. Si on examinait les 15 000 amendements, il faudrait combien de temps pour... Il faudrait 2 mois. 2 mois. Une loi de financement de la sécurité sociale. C'est marrant la façon dont on imagine. Mais si on avait 2 mois de débat, il y aurait. Dans la start-up nation, imagine la démocratie parlementaire. Oui. Écoutez, mais remontez, faites un peu d'histoire politique.
et vous verrez combien de temps on examine les lois de financement de la sécurité sociale. Non, mais justement. En 26 heures d'habitude en commission, on a largement le temps de le faire. Vous savez pourquoi le débat est contraint pour les lois de finances et les lois de finances de la sécurité sociale? C'est une grande nation comme la France ne peut pas se permettre le 31 décembre de ne pas avoir un budget voté, de ne pas pouvoir payer ce qu'elle doit payer. Bon, ça c'est une procédure accélérée, on va dire, normale pour que la nation soit dotée d'un budget. Par contre, utiliser ce véhicule sur une réforme des retraites en dehors... Je comprends pas ce débat, sincèrement. Ben bien sûr, mais c'est un débat très important, parce que remonter dans l'histoire politique du pays, une réforme des retraites aussi importante, parce qu'il s'agit d'une réforme de société. Pourquoi les gens sont mobilisés? Quand Ambroise Croizat crée la retraite par répartition avec le général de Gaulle à la Libération, dans le texte même d'Ambroise Croizat, il dit « Nous voulons penser la retraite, non pas comme l'antichambre de la mort, mais comme une nouvelle étape de la vie. » Pourquoi les gens sont mobilisés? Parce que ça touche à une conception même de la société, à leur rapport au travail. Oui, mais qui défend l'héritage d'Ambroise Croizat aujourd'hui? Croyez-vous pas... C'est nous. Non, c'est nous. Parce qu'on veut préserver ne ce croyez-vous système par pas que une réforme de société aussi lourde et aussi en rupture avec ce qui fait presque l'ADN de la France et de ce que le peuple français a construit au fil des ans, est-ce que vous ne pensez pas que ça mérite un débat parlementaire qui puisse prendre un mois et demi ou 2 mois? Alors on est... il va prendre 2 mois. Mais oui, tout à fait ça. Mais c'est vrai, mais ça s'est fait avant. En 2019, c'était pas un projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était un projet de loi ordinaire. C'est jamais le cas. Vous l'avez fait pour empêcher aussi les oppositions d'apporter d'autres amendements. On est dans l'incapacité de parler de natalité, parler de réindustrialisation, parler de productivité. On est totalement contraint, et c'est une volonté du gouvernement de se donner la possibilité du 49.3 et de l'ordre du jour. Vous savez pertinemment et de l'envisager uniquement sous l'angle budgétaire, alors que c'est un sujet de société qui introduit notamment la question du rapport au travail, de ce qu'est la pénibilité. Là-dessus, je vous rejoins. C'est un sujet de société. Et si le sujet est si sensible, c'est qu'il renvoie chacun dans son intime, son rapport au travail. On n'est pas égaux les uns et les autres face au travail. Le cœur de cette réforme, qui est une réforme difficile, qui est une réforme pour préserver un système par répartition et la solidarité d'une génération à l'autre. C'est ça la répartition. Sinon, c'est un débat caché qu'il nous faut avoir frontalement. Est-ce qu'on veut en sortir de ce système? Parce que toutes les options qui sont sur la table, qui sont respectables, nous font sortir de ce système. Certains proposent un peu de capitalisation. Ou alors la dette. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est la perte de la souveraineté du pays. Je vais vous donner juste 2/3 de la dette, qui la paye? Je vais vous donner juste une piste. Les 20 milliards de baisse des cotisations sociales dans le cadre du CICE. C'est compensé, vous le savez pertinemment, chers collègues. Les allègements de cotisations sociales décidés par l'État par la politique de l'emploi sont compensés à la sécurité sociale. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Moi, j'aime pas le débat caricatural sur les milliardaires et tout ça. Je n'aime pas. Mais d'ailleurs, ça pollue. Ça pollue votre débat sur les retraites. Moi, je dis ça. Non, mais il y a des propositions très concrètes qui peuvent être faites. Aujourd'hui, notamment depuis la réforme de la flat tax, il y a une partie de gens qui ont du capital dans les entreprises qui préfèrent se faire rémunérer. J'en connais. Y compris dans des PME qui préfèrent se faire rémunérer en dividendes plutôt qu'en salaire, puisque c'est moins taxé. Aujourd'hui, les dividendes que le salaire. Bon, c'est un choix. Mais au nom de quoi les dividendes versés qui explosent dans notre pays ne seraient pas soumis aux mêmes cotisations retraite, juste retraite, que le salaire? Pourquoi une telle différence entre la rémunération du capital et la rémunération du travail du point de vue de la contribution en termes de cotisation? C'est très intéressant. C'est intéressant. Ce qui me frappe, c'est que je vais vous faire une confidence. On a des débats de fond beaucoup plus intéressants sur les plateaux de télé ou les plateaux radio ou dans les rencontres citoyennes comme ce week-end que dans l'hémicycle ou en commission du Parlement. C'est très malheureux. Alors interrogez-vous. Ça, c'est intéressant. Moi, ça me plaît comme conversation parce que là, on est sur le fond. Mais pourquoi nous ne souhaitons pas aller vers un financement du déficit qui est devant nous par de l'impôt ou de la cotisation? Parce que nous avons une stratégie qui paye depuis 2017, 1 million d'emplois créés, 850 000 contrats d'apprentissage, pour faire baisser le chômage et atteindre le plein emploi. Aujourd'hui, nous sommes à 7%. C'est inédit, et dans les hypothèses d'ailleurs de la réforme des retraites, des hypothèses de déficit, nous avons un objectif de plein emploi. Si vous cassez ça, vous rompez, et vous le savez,
avec cette politique de retour au plein emploi. Mais Jean-Jacques Bourdin, vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat des retraités. Oui, je vais en parler. Parce que c'est ça le cœur. Alors justement, on va observer une petite pause, il est 11h30, et je voudrais insister là-dessus. Est-ce que cette réforme garantit un niveau de pension en progression égal ou malheureusement entraîne un niveau de pension en diminution? On va en parler. Il est 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h33, tour de table. Je pose une question. Est-ce que cette réforme va permettre de maintenir le niveau de pension ou au contraire va permettre d'améliorer le niveau de pension des futurs retraités ou malheureusement pourrait entraîner une baisse du niveau de pension des futurs retraités? Qui veut commencer? Écoutez, allez-y, défendez votre mon capitaine réforme. sur les deux premiers éléments. Elle maintient le niveau de pension et elle l'améliore pour les plus petites d'entre elles. Et c'est bien ça le cœur de la réforme. C'est une réforme pour le pouvoir d'achat des retraités. Vous ne parlez jamais du niveau des pensions, vous parlez toujours de l'âge. Ce qui n'est pas dit, oui, c'est qu'en ne faisant pas cette réforme, c'est là que le niveau des pensions baisse. Et là, tout le monde peut aller voir ce que nous explique le corps là-dessus. C'est justement en préservant un système de solidarité entre les générations où vous assurez le financement pérenne du système que vous maintenez un niveau de vie équivalent en moyenne des retraités à celui des actifs. Et pour les plus petites pensions, où c'est un vrai scandale aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, moi j'en ai dans ma circonscription des agriculteurs avec moins de 1000 € par mois, le minimum contributif à 85% du SMIC net le jour de la liquidation, ça c'est dans le projet de loi, c'est une avancée pour les femmes notamment. En faisant travailler les Français plus longtemps, vous maintenez le niveau des pensions, quoi. Mais absolument, absolument. C'est ça, c'est votre. Alors ça, c'est alors, vraiment incroyable. C'est un mensonge incroyable. Ça. Vous le savez très bien. Non, pas du tout. Alors je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a un grand nombre de Français qui n'arriveront pas jusqu'à 64 ans, donc ils vont avoir des retraites décotées. C'est ce qui s'est passé en Suède. 92% des pensions des femmes ont baissé. Parce qu'en fait, quand vous n'avez plus la capacité physique d'aller jusqu'à 64 ans, bah vous partez plus tôt, vous arrêtez, et donc vous n'avez pas avec une retraite retraite plus basse. Vous avez une retraite décotée. Et pire, il y en a même, je finis, après je vous laisserai. Attendez, et même pire, il y aura un certain nombre de Français qui perdront leur surcote. Aujourd'hui, il y a des Français qui arrivaient encore un petit peu à faire quelques années de plus, et ils ont leur surcote qui va sauter. Donc aujourd'hui, c'est un mensonge incroyable. Pareil, les 1200 €, faut quand même toujours bien être clair, c'est pour une retraite complète, au SMIC, et c'est les trimestres qui sont cotisés, pas les trimestres validés. Et ça, c'est un vrai sujet. Même les LR vous ont interpellé sur cette question. Donc, aujourd'hui, il y aura peut-être quelques améliorations. Les 1200 €, nous voterons pour, on l'a dit, puisque Marine Le Pen défendait la même chose. Mais arrêtez de dire que les retraites vont augmenter ou se maintenir à leur niveau actuel. Oui, non, mais moi, sur les pensions. D'abord, je pense que c'est une réforme qui va fragiliser le système, qui le rend très incertain et qui va se traduire. Oui, parce que le niveau des pensions, je le disais tout à l'heure, baisse avec le système actuel. Il baisse et il va continuer de baisser. Ensuite, sur les 1200 €, les 1200 € tels que c'est écrit dans la loi aujourd'hui, ça concerne quasiment personne. C'est-à-dire ça concerne 180 000 personnes par an, plus les 2 millions de retraités actuels qui pourront être augmentés parce que par ailleurs, vous allez avoir l'allongement de la durée de départ va se traduire par un poids énorme sur l'assurance chômage et sur la sécurité sociale. Vous avez un couvreur à 58 ans, 59 ans, il monte plus à 10 mètres de haut sur un toit, sur une échelle de 30 cm de large, souvent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que soit il va arrêter, soit il va être en arrêt maladie, et c'est des comptes de la sécurité sociale qui vont peser. Et donc, sur le pouvoir d'achat des retraités, vous créez de telles incertitudes que ça va les fragiliser, qu'il n'y aura pas d'effet positif sur les pensions. Et puis ensuite, arrêtez de dire c'est la réforme ou rien. Nous, et les syndicats aussi, ont proposé plein de solutions pour une autre réforme. Alors comment améliorer le niveau des pensions, selon vous, Stéphane Peu? Par un système où on rétablit... On augmente les cotisations? D'abord, on fait payer... Il y aura de moins en moins d'actifs. Comment améliore-t-on les pensions de ceux qui seront à la retraite? Voilà la bonne question. Par des cotisations, éventuellement... Augmentation des cotisations. Éventuellement une augmentation, et surtout le fait que tout le monde paye les cotisations. Et qu'on arrête si vous voulez, on arrête d'exonérer les cotisations retraite. C'est aujourd'hui la recette miracle de tous les gouvernements libéraux, c'est de dire ce ne sont pas des cotisations, ce sont des charges. Et donc on réduit, quand ils disent ils réduisent
réduisent l'impôt. Ils réduisent pas l'impôt. Ils réduisent les cotisations sociales qui permettent de financer et la sécurité sociale et les caisses de retraite. Donc plus de cotisations, et pour assurer le niveau de pension. Et un meilleur partage de la richesse. Parce qu'il vous aura pas échappé que depuis les Gilets jaunes et encore dans la retraite, une des vraies préoccupations qui est aussi majoritaire dans le peuple français, c'est que il est considéré aujourd'hui que la répartition de la rémunération entre le capital et le travail, c'est tellement déséquilibré dans notre pays qu'il est en défaveur du travail. Répartition entre le capital et le travail, Thomas Ménager. La question, c'est les recettes. Aujourd'hui, c'est pas les dépenses. Le rapport du corps le dit. Là, on est tous d'accord. Les dépenses sont maîtrisées. La question, c'est les recettes. Et c'est pour ça qu'en fait, on critique aussi le véhicule législatif. C'est qu'il faut parler de réindustrialisation, il faut parler de natalité, parce que les bébés d'aujourd'hui, ça sera les cotisants de demain. Nous le disons. On peut pas traiter de ces vrais sujets. On peut pas traiter de solution pour la natalité. Faire venir plus d'immigrés. Ah bah ça, c'est la position d'une partie de la gauche. Moi, j'ai dit qu'ils voulaient remplacer les bébés d'aujourd'hui, les cotisants de demain, par de la main-d'œuvre étrangère. Ce qui est une vision totalement capitaliste. La natalité, alors qu'il y a de moins en moins de femmes. Il y a comment faites-vous? Il faut revenir déjà sur tout ce qui a été fait par François Hollande, sur le quotient familial, sur l'universalité. C'est un autre débat. Il y a une réalité démographique qui s'impose à nous. On peut nous reprocher de faire une réforme difficile. Nous, on peut vous reprocher de ne pas avoir le courage de la faire. Par contre, on ne peut pas nous reprocher de ne pas défendre le pouvoir d'achat des retraités, parce que c'est le cœur de ce que nous visons. Et vous citiez les gens qui ont commencé à travailler tôt, vous-même, je crois. Rappelons que le dispositif à la retraite à 60 ans, dans lequel il n'y avait pas les carrières longues. Mais vous laissez sur le bord du chemin... Vous laissez sur le bord du chemin des quantités de personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui font des métiers pénibles et qui ne pourront pas toucher une retraite pleine. Mais justement, dans le système de la retraite à 60 ans, avec une durée de cotisation à 40 ou 42, celui qui a fait des études, il part à 60 ans, il a travaillé moins longtemps que celui qui a commencé à 16 ans. Donc nous avons, pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, entre 18 et 20 ans, une possibilité de partir à 62 ans, entre 16 et 18 à 60 et à moins de 16 ans à 50. Ça, c'est nouveau. Est-ce que vous prendrez... Attendez, voilà. Et donc, il faut arrêter la désinformation. Dans le calcul de la retraite des années cotisées, est-ce que vous prendrez l'apprentissage ? Alors, l'apprentissage, les stages ne sont pas inclus. L'apprentissage, effectivement, à partir du moment où on cotise, c'est différent. Donc là, il y a une assiette. De la même manière, nous allons intégrer pour les femmes. Est-ce que vous prendrez en compte le congé parental? Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a commencé à travailler dans l'apprentissage. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé dans l'apprentissage. Beaucoup. Tout à fait. Et qui ont commencé ou qui ont fait des stages. Ou qui... Non, c'est pas pareil, les stages, l'apprentissage. Oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que ça sera pris dans le calcul de la pension? À partir du moment où il y a une cotisation, et ce qui est le cas quand on est sur des contrats d'apprentissage, il y a des droits qui sont constitués. Donc quelqu'un qui a commencé tôt en apprentissage, effectivement, pourra partir plus tôt. Et vous le savez très bien. Il faut avoir des... Vous le savez très bien. Il faut essayer de partir de réalités simples. Donc il faut donner aussi des bonnes informations. Après, on peut débattre de solutions. Justement, moi, je suis frappé des mauvaises informations. À propos de bonnes informations, est-ce que oui ou non? Parce qu'il y a deux choses dans la réforme des retraites. J'aime bien quand vous posez comme ça des questions. Non, j'adore ça. Oui ou non, ça c'est votre marque de fabrique. Non, mais c'est précis. Il y a deux choses dans votre réforme des retraites. Il y a l'âge 64 ans et il y a aussi l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Est-ce que oui ou non, l'immense majorité des Français vont voir les cotisations monter à 43 ans plus rapidement? Ça oui. Est-ce que ceux qui ont commencé avant 21 ans vont voir, pour bénéficier de leur retraite, dans votre réforme, non pas être obligés de cotiser 43, mais 44 ans. Est-ce que ceux qui ont commencé tôt, et qui souvent, reconnaissons-le, font les travaux les plus pénibles, vont avoir une année de cotisation en plus que la moyenne des Français avec votre réforme des retraites? C'est vrai ou pas? Déjà, vous confondez, si je peux me permettre, deux choses, carrière longue et pénibilité. Ça, ça se recouvre pas totalement, alors, carrière vous le savez longue, très bien. Je commence à 20 ans. Je commence à 20 ans. Attendez. J'ai commencé à 20 ans, je vais devoir cotiser combien de temps? Alors, quand vous commencez à 20 ans, 44. Vous n'avez pas travaillé avant 20 ans. Effectivement, dans le projet de loi, vous allez, dans ce cas-là, jusqu'à 44 ans. Mais Est-ce que vous reviendrez là-dessus? Est-ce que dans la discussion, actuel, vous allez revenir là-dessus? Parce qu'il y a une grande confusion là-dessus. 43 ans, c'est la durée minimum de cotisation pour toucher la retraite à taux plein. Aujourd'hui, parce que pour ceux qui ont commencé tôt, c'est 44 ans. Dans le débat, aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt peut aller jusqu'à 45 ans. Et nous fixons une borne haute que personne ne puisse travailler plus que 44, effectivement. Non, mais il y a aussi en parallèle, parce que là on confond tout, des dispositifs
dispositif sur la pénibilité. Est-ce qu'ils vont cotiser plus ou pas? La visite médicale à 45 ans, la visite médicale à 61 ans, et le médecin du travail peut vous déclencher un départ anticipé déjà dès 2 ans du avant. travail en Voilà. France, hein. Donc, Est-ce que vous allez élargir, est-ce que vous allez revenir sur ce qui avait été décidé en 2018, je crois, par Emmanuel Macron, revenir sur, en parlant de pénibilité sur les critères? Mais il y a 6 critères de pénibilité. Oui. Travail de nuit, travail en alternance. Il y en avait 10. Voilà. Il y en a, certains ont été supprimés. Pourquoi? Est-ce que vous allez les rétablir? Inapplicable. Dans la vérité, il était inapplicable. Nous allons les vibrations mécaniques, c'est inapplicable. C'est quand même. Vibration, c'était charge lourde pour se baigner. Dans le projet de loi actuel, il faut 120 nuits par an pour générer des points. C'est 100 nuits demain. Le travail en 3-8, c'est 50 jours par an, ce sera 30. Si des gens ont plusieurs critères sans atteindre aucun des seuils, eh bien, on prend ça en compte. Monsieur, moi, je suis fils de couvreur. Vous avez pris l'exemple d'un couvreur. Mon père, il a 58 ans. Le soir, il a les genoux qui doublent de volume. Le matin, il n'arrive plus à se lever, il est cassé de partout. Lui, il aurait pu bénéficier des postures des pénibles, de la manutention des charges lourdes, et il aurait pu, dans les 4 critères de pénibilité qu'il y avait en 2009, plutôt. Pourquoi vous avez supprimé ces 4 critères? Nous, avec le Rassemblement national, on n'est pas les seuls. On demande que ces 4 critères soient réintégrés dans la loi. Est-ce qu'ils le seront? Je ne comprends pas pourquoi c'est plus compliqué que les autres critères. Il y a 6 critères dans la loi. Il y a un moment, on se fait plaisir dans la loi. Il y a aussi la réalité de l'application de la loi et les critères qui arrivent. Donc ils ne seront pas rétablis. Nous avons 6 critères qui sont améliorés et un congé de reconversion qui est permis. Juste une chose. Vous savez quand même que vous avez déjà fait un marathon? Non. Alors là, je suis pas à ce niveau-là. Quand vous faites un marathon, qui fait 42 km et quelques mètres, et que vous arrivez au 41e kilomètre, et que 1 kilomètre avant l'arrivée, on vous dise: ah ben non, c'est plus 42 km cette année le marathon, c'est 43 ou 44 km. Vous vous effondrez. Je vais vous donner cet exemple parce que votre réforme, elle s'applique à la génération 61. Moi, je connais des gens, ils avaient convoqué le pot de départ. Collègues, et puis on leur dit. Attendez, permettez-moi. Aujourd'hui, le départ effectif moyen à la retraite est à 63 ans et 3 mois. L'impact réel, concret de cette réforme, pour les plus impactés, ça va être 2 ou 3 trimestres. Arrêtez de faire croire aux gens que c'est 2 ans de plus du jour au lendemain pour tout le monde. C'est faux. Il faudra quand même reporter le pot de départ quand même. C'est de 3 mois, à minimum. On est de 3 mois. Bon, il est 11h45, midi moins le quart. Eric est à Carcassonne, veut intervenir. Et puis je vous poserai juste une question quand même sur globalement le projet de loi sur l'immigration quand même, parce que ça va provoquer aussi pas mal de débats, même si, enfin bon, on va en parler. Il est midi moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h48, merci d'être avec nous. Nous finissons notre débat autour de la réforme des retraites avec... on a parlé du montant des pensions, on a parlé de la durée, moi je vais oublier un peu la durée. Simplement, la pénibilité, on en a parlé aussi. Ça va donner quoi maintenant? Vous allez aller au bout. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Jean-Jacques Bourdin, si vous me permettez, c'est l'emploi des seniors. Parce qu'il y a un vrai scandale aujourd'hui. Il y a un vrai scandale aujourd'hui. C'est que des gens... Mais ça veut dire quoi, nos seniors, nous sommes le pire score du monde de gens en emploi. Quand vous êtes au chômage, vous avez moins de chômage, mais quand vous tombez au chômage, quand vous avez plus de 55 ans, bon courage pour retrouver un boulot. Et vous avez des entreprises là-dessus qui, d'ailleurs, ne jouent pas le jeu avec la complicité des partenaires sociaux. 59 ans, allez hop, chômage, 3 ans de cotise, retraite. Ça, on se bat contre ça. Est-ce qu'elles sont sanctionnées? Non, attendez. Justement, nous allons, dans ce projet de loi, avec le relèvement progressif de l'âge, permettre de favoriser l'emploi des seniors. Et nous nous dotons d'un outil. Nous nous dotons d'un outil qui a été discuté entre les partenaires sociaux, qui s'appelle effectivement l'index senior, qui va permettre aussi aux salariés de s'orienter. Alors, la NUPES nous disait ça sert à rien cet index. On y a passé 30 heures de débat dessus. Donc, 24 heures, une journée entière dessus. Donc, c'est un outil qu'il faudra évaluer le moment venu. Mais on a un combat collectif à mener. L'État peut jouer ça, c'est les entreprises.
Non, mais ça va. Pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que le MEDEF n'en veut pas. Parce que le MEDEF n'en veut pas, ça marche. Oui, mais non, ça marche pas. Vous savez très bien que les index. Il faudra peut-être aller plus loin là-dessus. D'abord, à chaque fois que vous vous adressez aux entreprises, vous mettez à genoux et vous faites une prière pour leur demander quelque chose. Vous leur imposez rien. Il n'y a que les Français modestes à qui vous imposez des choses. Mais ça, c'est une philosophie qui vous est propre. Mais il faut quand même comprendre. Il faut aussi accompagner les entreprises. Ça, vous en avez conscience. Bien sûr, il faut les accompagner. Parce que les créations d'emplois, elles viennent de là. Elles viennent des PME. Moi, je ne sens pas des TPE. Parce que les débats sur le CAC 40 et tout ça, non, mais je suis pas. Ce qui m'intéresse, c'est sur les PME. J'ai pas de discours, au contraire. Et je pense que les PME sont souvent trinquent très fort. D'ailleurs, je remarque que beaucoup de patrons de PME, le mardi dernier, étaient dans la rue pour certains et ont autorisé leurs salariés à manifester, contrairement aux 19, parce qu'ils sentent bien que ça ne tient pas. Parce que ce que vous disiez sur les gens qui partent à 59 ans et qui vont au chômage en attendant la retraite, c'est aussi une façon détournée. Mission collective. Non, c'est une façon aussi de régler des questions de pénibilité et d'âge. C'est-à-dire que quand quelqu'un est au bout de sa vie dans un travail, le patron a certes intérêt à ce qu'il parte pour embaucher un jeune qui lui coûtera moins cher, mais celui qui part et qui est au bout de sa vie, il a aussi intérêt à arrêter de travailler. Tiens, juste quand même, parce que les auditeurs sont essentiels ici. Eric est à Carcassonne, chauffagiste, donc patron de PME. Hein, Eric, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous avez une petite entreprise, Eric? Moi, j'ai une petite entreprise, voilà, je travaille tout seul, tout fonctionne très très bien, ça fait 11 ans que je fais ça, mais c'était juste pour revenir sur ce qui sur l'apprentissage. Oui. Moi, voilà, j'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai commencé mon apprentissage à 18 ans, un petit peu tardivement. Oui. J'ai fait 6 années. J'ai reçu mon appel à cotisation à la maison pour ma retraite. Mais 6 années d'apprentissage, j'ai 0 trimestre. Vous aviez cotisé à ce moment-là? Sur mes fiches de paye, sur mes anciennes fiches de paye qu'on a regardées avec ma femme parce qu'on a été très étonnés, j'ai un prélèvement retraite. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte du tout. Ça fait 6 ans, j'ai 0 trimestre. Donc ça veut dire que j'ai commencé à travailler réellement à 23 ans. Donc j'ai parti à la retraite, moi, à 68 ans. Cher monsieur, si vous voulez m'envoyer, je vous laisse le mail. Vous avez le mail benoît.mournet@assemblée-nationale.fr. On le fait regarder avec le cabinet parce que ce que vous dites là est pas normal. Si vous avez 5 trimestres avant 20 ans, vous aurez en plus le bénéfice du dispositif carrière longue. C'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. On y rajoute même des trimestres sur congé proche aidant. Il y a des caisses qui complémentaires à la ProBTP ou j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, sur mes fiches de paye, il y a vraiment une... Bon. Eh bien, écoute, faites-le, Eric. Il faut qu'on regarde. Mais en ayant commencé à travailler à 18 ans, en apprentissage, vous serez, en plus de du non-comptage de votre période d'apprentissage, vous serez obligé de cotiser une année de plus que la moyenne des Français. C'est ça qui est injuste dans cette réforme, entre autres. Moi, j'aime beaucoup les cas particuliers parce qu'on travaille à partir de là. Moi, j'ai beaucoup de citoyens de Haute-Pyrénées aussi qui m'interpellent, donc c'est très intéressant, ça. Bon, un mot sur ce projet de loi. Vous l'avez pas regardé de près, projet de loi immigration. Mais je voudrais simplement vous demander votre avis, un tour de table sur les métiers en tension. Est-ce qu'il faut créer, est-ce qu'il faut régulariser certains salariés qui sont pas français, qui sont étrangers, qui travaillent, qui ont des fiches de paye, et est-ce qu'il faut les régulariser parce qu'on a besoin de main d'œuvre dans certains domaines? Stéphane Peu. Alors clairement oui. Enfin, vous allez dans n'importe quel restaurant, vous ouvrez la porte des cuisines et vous allez voir comment fonctionnent les restaurants parisiens. Bon, moi j'y suis favorable parce que vous savez la situation irrégulière de ces gens qui contribuent à la richesse et qui font travailler à la richesse du pays et qui font que l'économie tourne. Ce sont tant qu'ils sont en situation irrégulière, on nourrit 2 grandes perversions dans notre pays, celui de l'économie noire du travail et celui de l'économie noire du logement et de tout ce qui va avec. Et donc l'habitat insalubre, tout ça découle de cette situation irrégulière d'une partie des travailleurs. Je finis juste sur une chose. Moi, je suis député de la Seine-Saint-Denis. C'est le département qui a eu le plus de morts liées au Covid. Et
une des raisons pour lesquelles on est le département qui avons eu le plus de morts, c'était qu'on a beaucoup fourni les gros bataillons des premières lignes pendant le Covid. Parmi eux, beaucoup de gens qui étaient des salariés sans papier et qui sont allés travailler sans protection. Le président de la République avait dit au sortir du Covid qu'il regarderait avec attention cette situation. Il n'y a eu aucune circulaire et les mêmes qui ont travaillé et qui ont pris des risques et qui pour certains sont morts en travaillant pendant la période du confinement sont toujours en situation irrégulière aujourd'hui et c'est un scandale. Et Stéphane Peu, en Seine-Saint-Denis, on construit les chantiers, sur les chantiers des Jeux Olympiques, il y a des travailleurs qui sont sans papier, on le sait. C'est d'ailleurs assez scandaleux, entre parenthèses. Tout à fait. Thomas Ménager, vous êtes contre? Je vais vous faire plaisir surtout à Monsieur Peu. Je citais Georges Marchais en 80 qui expliquait, et c'est notre position actuelle, donc je suis très heureux d'avoir retrouvé cette citation, que l'immigration constitue pour les patrons et le gouvernement un moyen d'aggraver le chômage, les bas salaires, les mauvaises conditions de travail. Il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Vous avez une vision en faisant importer de la main d'œuvre étrangère. Je trouve que vous avez ceux qui sont là, ceux qui travaillent, ceux qui sont embauchés, sont rentrés donc illégalement. Il faut qu'ils soient naturalisés. Non, ceux qui sont rentrés illégalement doivent repartir. On peut pas envoyer un message au monde entier qu'on bafoue la loi, qu'on rentre illégalement sur le sol et qu'après on peut être naturalisé, qu'on peut être régularisé. Nous sommes à l'inverse de cette position. Nous considérons que il faut accentuer la formation, faire en sorte que un certain nombre de Français puissent avoir envie d'aller sur ces... Qui viendra nettoyer. Mais il faut augmenter ses salaires. C'est pour ça que nous, on a déposé au Parlement, à l'Assemblée nationale, une augmentation de 10% des salaires, parce que nous considérons aujourd'hui qu'il faut donner envie à ces premiers de corvée d'aller sur certains travaux agricoles, les services à la personne, dans l'hôtellerie-restauration. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, n'y aurait-il pas une main-d'œuvre en partie immigrée? On serait en difficulté. Moi, je vous en parle d'expérience. C'est aux immigrés de faire la merde. Je peux vous dire, j'ai été sous-préfet et je peux vous dire qu'on a un traitement du sujet sur ces questions migratoires qui est tantôt policier, tantôt social. Et on laisse des gens, et c'est ça proprement inhumain, dans un no man's land administratif. Les gens qui sont là, qui peuvent travailler, il faut qu'on ait une approche économique. Et ce projet de loi permet effectivement un titre de séjour travailleur de pouvoir faire que ces gens puissent travailler et générer des cotisations pour financer les retraites également. Bien, merci messieurs, merci d'être venus nous voir ce matin. C'était passionnant, hein, évidemment. Benoît Mournet, Thomas Ménager, Stéphane Peu. Merci, il est 11h57, vous êtes sur Sud Radio.